Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences. Avant de commencer, je voulais remercier tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, à vous abonner et puis à vous mettre des commentaires. Donc je voulais vous remercier chaleureusement. Ça m'aide aussi à me dire que ce que j'ai à dire peut aider les gens et qu'effectivement je peux apporter certaines choses dans ma lecture autant professionnelle, clinique que personnelle aussi, en tant que personne ayant des troubles neurodéveloppementaux moi-même. Donc merci infiniment tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler de l'injustice, de ce sentiment d'injustice, parce qu'on dit souvent que les personnes TSA, même d'ailleurs les personnes qui sont TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, on dit d'elles qu'elles ne supportent pas le sentiment d'injustice. Et souvent j'entends bah oui, c'est comme ça, elles n'aiment pas l'injustice. Mais moi, ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est une lecture un petit peu de pourquoi. Pourquoi ça serait juste comme ça? À votre avis, il n'y aurait pas des raisons pour lesquelles le sentiment d'injustice est très compliqué? C'est-à-dire que autant elles ne supportent pas l'injustice extérieure, on va dire ça comme ça, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a un sentiment d'injustice intérieure énorme et quasiment constant? Ce sentiment d'injustice, il est évident qu'il n'est pas voulu de l'extérieur. Mais pour autant, on peut le ressentir quand on ne perçoit pas les choses de la même manière. Je vais vous donner un exemple précis. Et un exemple qui pour moi est flagrant. J'ai donné une formation la semaine dernière et pendant la formation, j'ai voulu faire une mise en situation. C'était une formation d'AESH et j'ai dit à une personne, tu vas être l'AESH et moi je vais être l'enfant autiste. Et on va être dans une classe. Donc il y avait un instit, il y avait toutes les autres personnes de la formation faisaient les élèves et rigolaient entre eux, répondaient aux profs et tout ça. Et j'ai pas été obligé de beaucoup me forcer, j'ai juste été obligé d'enlever mon inhibition, d'enlever toute cette compensation que j'ai constamment face au bruit, notamment. Et il y avait des bruits que je supportais pas. Il y avait des bruits vraiment qui me faisaient mal aux oreilles, qui étaient coûteux pour moi. Donc du coup, ce que je me suis dit, bah simple, enlève ton inhibition, compense pas, et coupe-toi du bruit. Je me suis mis à me frotter une oreille et à faire des ah, 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 ah. Et en fait, j'étais bien. Au bout de 5 secondes, je me suis senti hyper bien. J'avais le sourire parce que j'étais plus gêné par le bruit. Je contrôlais mon enveloppe sonore. Et là, la personne qui faisait AVS a enlevé ma main de mon oreille et m'a dit « Arrête de faire du bruit. Tu peux pas faire du bruit. Tu parles trop fort. » Et là, en fait, même si je jouais un rôle, je me suis dit « Putain, mais il est culotté, en fait. » Parce qu'il me demande d'arrêter de faire du bruit, mais moi, je fais du bruit parce qu'il y a trop de bruit. Et alors ça, pour toutes les personnes hypersensibles, qu'elles parlent ou qu'elles parlent pas, ça déjà, comment voulez-vous ne pas ressentir un sentiment d'injustice quand vous entendez ça tout le temps? Je suis intervenu dans un IME. Il y avait, en tant que superviseur, il y a un jeune qui fait du bruit tout le temps, qui fait des ha, ha, ha. Sauf qu'il fait pas du bruit n'importe quand. Il fait du bruit quand il y a trop de monde, quand les éducateurs parlent entre eux, quand il y a plein d'enfants qui parlent autour de lui, quand il y a, en plus là, je suis intervenu, il y avait les Olympiades, donc à côté des enceintes et tout ça. Et en fait, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui renvoie, c'est « tu fais trop de bruit ». Mais je suis désolé, qu'il soit non-verbal ou pas, il est pas bête, il a une pensée. Comment voulez-vous qu'il pense que ce qu'on dit, c'est juste? C'est-à-dire qu'il se met à faire du bruit parce qu'il supporte pas le bruit. Et en fait, le point de départ, c'est qu'il y a trop de bruit. Et on nous renvoie, arrête de faire du bruit. Je vous donne cet exemple-là parce qu'en général, quand je parle du bruit, ça parle à tout le monde. Mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire que quand on est gêné par des lumières et qu'on ferme les yeux, ou qu'on évite de regarder dans les yeux, qu'on évite de regarder un tableau blanc parce qu'il y a trop de reflets,
et qu'on nous dit regarde ce que je te dis, regarde-moi dans les yeux, mais qu'en fait, on ne regarde pas dans les yeux, pas parce qu'on est mal poli, on ne regarde pas dans les yeux parce qu'il y a trop d'infos. Parce que l'hypersensibilité visuelle fait qu'on est gêné par les reflets, qu'on on a du mal aussi à traiter tous les détails qu'il y a sur un visage, que les yeux sont hyper gênants. Moi, je suis capable de regarder quelqu'un dans les yeux. 5 secondes. Dès lors que quelqu'un me renvoie, c'est pas possible. Il y a trop d'infos. C'est trop gênant, c'est trop compliqué. Quand on me dit, moi je me souviendrai toujours, une personne qui m'a recruté, qui m'a dit, bon bah, ton discours était hyper intéressant et c'est pour ça que je t'ai recruté, mais quand même, tout l'entretien à regarder tes chaussures, c'est pas très classique. Voilà. Mais heureusement que cette personne a fait part d'une énorme bienveillance. Parce que si on me dit, bah oui, mais tu regardes pas dans les yeux, bah oui, mais tu regardes pas le tableau, c'est n'importe quoi, t'es mal poli, bah c'est injuste. Bien sûr que je vis ça comme injuste. Parce qu'en fait, je ne peux pas. Et je ne peux pas parce qu'il y a trop de lumière, je ne peux pas parce qu'il y a trop d'infos. Et si on me dit, bon bah voilà, t'es pas attentif, t'écoutes pas, alors qu'en fait je fais tous les efforts pour pouvoir écouter, et justement, je me coupe un petit peu de ce qui est trop gênant pour capter, pour fixer mon attention, bah bien évidemment que je vis ça comme une injustice. Le sentiment d'injustice, au final, il est quasiment partout. Comme vous êtes dans un endroit, vous êtes dans une classe, vous êtes dans un endroit où il y a du monde, et vous devez vous concentrer, et il y a des gens qui vous parlent, et vous essayez de capter leur attention, d'être attentif. Vous essayez de faire en sorte d'écouter ce qu'ils disent. Vous faites tous les efforts possibles et inimaginables. Par contre, il y a énormément de choses autour. Et puis, il y a des gens qui bougent, il y a du bruit, il y a des haut-parleurs, il y a d'autres gens qui discutent autour. Mais en fait, vous montez en pression. C'est obligatoire. Alors, je ne sais pas si c'est obligatoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de personnes que j'entends, que j'accompagne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a la cocotte minute qui monte. Et puis, au bout d'un moment, on va s'énerver, on va perdre patience. Et là, qu'est-ce qu'on nous renvoie ? Soit de « tu m'écoutes pas », « t'écoutes pas ce que je te dis », soit « tu t'énerves pour un rien, c'est n'importe quoi », tu pourrais être plus patient, etc. Mais en fait, bien sûr que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est complètement injuste. Parce qu'on les a fait, tous ces efforts-là. Et moi, ce que je dis aux gens tout le temps, et un jour je le ferai, parce que je le dis depuis 10 ans maintenant, donc il faut que je le fasse, c'est faire une formation sur les spécificités sensorielles, donner des informations à des gens, apprendre quelque chose à des personnes, en étant en boîte de nuit, un samedi soir à 1h du matin. Écoutez-moi ce podcast en boîte de nuit. Et dites-moi à la fin, si c'était simple, qu'est-ce que vous avez retenu ? Moi, quand je fais ça avec des étudiants, j'adore. Parce que aux étudiants, je leur dis, alors vous allez me dire que je suis un petit peu sadique. Une fois, j'interviens dans une école de psychomotricité. Et je dis aux étudiants, voilà, je vais parler pendant 20 minutes, je vais vous lire un texte. Et puis, à la fin, je vous poserai 5 questions. Et ceux qui répondent bien aux 5 questions, bah, ils auront validé leur module. Comme ça, il n'y aura pas besoin de passer l'examen en fin d'année, ça va vous soulager. Ceux qui ne répondent pas aux 5 questions, bah, du coup, ils auront une épreuve à la fin de l'année. Alors déjà, ça les stresse. Et puis ensuite, je leur dis, bon, bah voilà, je vais commencer. Et là, au moment où je commence, je mets de la musique, je mets des lumières, je me mets à lancer des trucs, je me mets à bouger dans tous les sens, je me mets à balancer, je me mets à mettre de la musique, plus des sons des bruits environnants, plus voilà, des bruits de voiture, je mets des petits spots de lumière, donc les gens se mettent à rigoler. Et puis je commence à lire un texte de physique quantique, parce que la physique quantique, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas en général. Lorsque vous êtes dans une situation d'apprentissage, que vous allez, que ce soit à l'université ou que ce soit à l'école primaire, c'est en général des choses qu'on ne connaît pas, des sujets qu'on ne connaît pas. C'est une nouveauté. C'est pour ça que je lis un texte de physique quantique, parce que c'est une nouveauté. C'est pas tant pour la complexité, mais c'est plus pour le fait que ça soit pas familier. Puis je leur parle, voilà. Et du coup,
savent pas trop ce qu'il faut faire. Alors, il y en a qui vont se concentrer sur le texte. Et puis, j'arrête au bout de 15 minutes, 20 minutes, et puis je leur dis, voilà, maintenant, je vais vous poser les questions. Donc, ils prennent chacun un truc de sondage sur téléphone, ils peuvent remplir en direct. Et première question, je leur dis combien de fois j'ai touché mon nez. Et là, en fait, j'adore, parce que les réactions, il y en a qui se mettent à rigoler, il y en a qui se mettent à dire c'est n'importe quoi, et il y en a qui s'énervent. Il y a des étudiants neurotypiques qui s'énervent, qui disent oui, mais c'est n'importe quoi, vous prenez nos études pour de la rigolade. Et je dis mais comment ça? Oui, vous dites que vous allez nous poser des questions sur un texte pour valider nos modules, et puis vous nous demandez combien de fois vous avez touché votre nez. Je dis déjà, premièrement, j'ai pas dit que j'allais poser des questions sur le texte, j'ai dit que j'allais poser des questions. Ça fait partie de la mise en situation, d'absence de tri neuronal, le fait de ne pas réussir à trier et hiérarchiser les informations. On est en boîte de nuit, on est dans le cerveau d'une personne TSA. La personne TSA ne sait pas trier et hiérarchiser les informations d'un point de vue inné. C'est un effort monstrueux. Elle doit se concentrer. Donc vous êtes en situation d'une personne TSA. Et en l'occurrence, effectivement, j'ai pas été précis dans ma consigne. Parce que souvent, en fait, on part du principe que les consignes, elles sont comme ça, c'est normal, on doit les comprendre. Donc je vous ai dit, je vais vous poser des questions et je vais vous lire un texte. Mais j'ai jamais dit, je vais vous poser des questions sur le texte. Vous voyez ça? Et ça, avec les personnes TSA, on le fait tout le temps. Mets ton manteau. Et puis la personne TSA va mettre son manteau, mais mal ou à l'envers, ou elle va pas le fermer. Et puis on va s'énerver en disant, je t'ai dit de mettre ton manteau. Je suis désolé, c'est injuste. C'est complètement injuste. Comment vous voulez qu'on ne vive pas de sentiment d'injustice? Parce qu'en fait, on l'a mis, mais on a l'impression que l'autre est jamais content, est jamais satisfait, que quoi qu'on fasse, ça ira pas. Et c'est un peu ça, en fait, qui est sorti de cet étudiant-là, parce qu'il a dû faire plein d'efforts pour réussir à se concentrer. Puis là, tout d'un coup, il s'est dit, je vais être en échec. Je vais pas y arriver. Et je vais pas y arriver, il faut un responsable et je vais m'énerver. Et donc, du coup, il continue, mais vraiment, il s'énerve. Et il y en avait plein. Il y en avait 6, 7 sur 20, 25, 30 étudiants. Et il s'énervait. Et je disais, ok, alors maintenant, deuxième question. Donc, je repose des questions comme ça. Et puis, en fait, il s'avère que, il n'y en avait aucun qui savait répondre à mes questions sur le texte. Et ceux qui pouvaient répondre à mes questions sur mon attitude, notamment sur le fait que j'avais touché mon nez 2 fois, disait, en fait, moi, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur quelque chose, donc je me suis concentré sur vous. Par contre, je ne sais pas de quoi parle le texte. J'ai pas entendu un seul mot du texte. Voyez l'attention sélective dont on parle, le monocanal, le fait de pouvoir traiter une information d'un canal sensoriel, mais pas de plusieurs à la fois. Parce que quand on a une absence de tri de l'information, on est obligé à un moment donné de se concentrer sur une chose en particulier. Si c'est la bonne, tant mieux. Si c'est pas la bonne, je dirais quelque part on a perdu. Et ça, encore une fois, ça entraîne un sentiment d'injustice permanent. Alors voilà, je vous donne ces petits exemples parce que pour moi ils sont importants et je pense qu'ils parlent à beaucoup de monde, mais il y en a plein. Il y en a plein. Dans le quotidien, tu pourrais faire des efforts. Dans le quotidien, c'est qu'est-ce que t'es énervant, ta manière de parler, ou tu pourrais être plus patient, ou tu pourrais être plus attentif. Mais en fait, mettez-vous à la place de ce qu'ils perçoivent. C'est pas une excuse, c'est une explication. Vraiment, moi j'insiste sur le fait, dans mon accompagnement, je donne aucune excuse aux personnes. Juste, je leur donne, en comprenant leur fonctionnement, les outils, la possibilité, justement, de faire autrement. C'est ça qui est important. C'est pas les laisser rentrer, les laisser ancrer dans quelque chose, au final, qui les handicape, parce que ça handicape quand on traite l'information comme ça. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire des vrais choix, d'avoir les outils pour pouvoir, justement, faire autrement et comprendre réellement ce qu'on attend de nous, ce qu'on attend d'eux. Parce que quand on comprend ce que l'autre attend, on est capable de fournir les bons efforts. Et c'est pour ça aussi que ce qu'on voit chez les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, c'est tout le temps, justement, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'ils sont capables, à certains moments, dans certaines circonstances, avec certaines personnes, et puis à d'autres moments, avec d'autres personnes, avec d'autres éléments, ils sont plus capables et on n'arrive plus à restituer la même chose.
Mais en fait, c'est normal. C'est pas du caractère, ça. C'est normal. Et voyez, tout ça, ça entraîne forcément un sentiment d'infériorité, un sentiment d'injustice, un sentiment une baisse d'estime de soi. Bien évidemment, parce que c'est compliqué à gérer ça au quotidien. Et puis, et puis, sans oublier le fait que, comme on ne perçoit pas les choses de la même manière, on entend sans arrêt des interprétations de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. On pense pas vraiment forcément ça, puisqu'on ne perçoit pas les choses de la même manière. Moi, je me souviendrai toujours d'un enfant, d'un adolescent qui parlait, qui me disait quand j'étais petit, je lançais des trucs dans les arbres. Et on me disait toujours que moi, ce qui m'intéressait, c'était de casser mes jouets. Mes parents, ou même ma nounou, elle disait en discutant avec mes parents qu'en fait, je cassais tout. Et que je jetais en fait pour casser, pour faire disparaître. Et en fait, lui, il me disait, mais pas du tout. J'ai jamais voulu ni casser, ni faire disparaître quoi que ce soit. Je voulais savoir, je comptais le nombre de secondes à chaque fois, combien de temps ça mettait pour monter, combien de temps ça mettait pour descendre. Et je calculais s'il y avait une variation de comment je lançais en fonction du poids de l'objet et tout ça. Et il avait 5 ans. Et lui, il avait ça dans sa tête. Et il entendait autre chose. Et il entendait le fait qu'il cassait, qu'il voulait faire disparaître ses jouets, qu'il faisait pas attention à ses jouets. Mais lui, en fait, ce qui l'intéressait, c'était de mesurer cette notion de vitesse, cette notion en fonction du poids, en fonction de l'objet, pourquoi, combien de temps ça met pour monter, combien de temps ça met pour descendre, et pourquoi il y a des variations en fonction du poids. Et lui, il calculait tout ça dans sa tête. Je suis désolé, bien évidemment que ça met un sentiment d'injustice. C'est évident, parce qu'en fait, il comprend pas pourquoi on dit ça de lui, pourquoi on pense ça de lui. Et quand on était ça, on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à dire ce qu'on ressent profondément. Parce qu'en plus, moi j'ai appris que c'était pas forcément classique ça, mais plus je trouve ça injuste, ce qui est dit, plus je trouve ça à côté de la plaque. Parce qu'au-delà de l'injustice, c'est à côté de la plaque. C'est-à-dire que moi, quand on me dit, bah oui, t'as dit ça, mais je dis, mais en fait, et dans ma tête, je me dis, putain, mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais pensé ça, en fait. Ça a été interprété d'une manière, alors je comprends pas pourquoi, donc je fais un travail sur moi en me disant que peut-être j'aurais dû le dire autrement. Mais je me dis, mais c'est pas ça. Et quand je ressens ça, je le dis pas, j'arrive pas à le dire, parce que ce sentiment, il est trop fort. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop violent ce que ça me renvoie. Donc voilà, et ça, en fait, c'est ce que décrivent, je vous parle de moi, entre autres, mais c'est ce que décrivent toutes les personnes TSA, toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes qui peuvent parler. Ce sentiment-là, il est prégnant, il est général. Voilà, et qu'est-ce que j'ai trouvé, moi, pour essayer de changer ça ? C'est la transmission, c'est la formation, c'est informer les gens, former les gens, et expliquer aux gens que avoir un trouble du neurodéveloppement, c'est percevoir les choses d'une manière différente. Et ça a des conséquences. Les conséquences, notamment, c'est ce sentiment d'injustice. Les conséquences, notamment, c'est des comportements qui paraissent complètement à côté de la plaque. Mais voilà, posons-nous les bonnes questions. Comment ils perçoivent les choses ? Pourquoi ils vont avoir tel sentiment, tel comportement ? Bien évidemment que tout n'est pas sensoriel. Mais déjà, prenez en compte le sensoriel et vous verrez à quel point on peut vraiment aider, accompagner une personne TSA, et même nous, pour les personnes qui m'écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes TSA qui m'écoutent, prenez vraiment en compte, réfléchissez sur les conséquences qu'ont vos perceptions. Et il faut mettre des choses en place. Parce que c'est possible, à partir du moment où c'est neurologique, on peut rééduquer. On peut apprendre mieux à vivre avec. Moi, c'est mon travail, c'est le but de ma vie. C'est d'aider, de faire comprendre aux gens que c'est pas une fin en soi, qu'on peut très bien apprendre à vivre avec. Je dis pas être soigné, que les choses soient claires, je dis pas faire disparaître le TSA, pas du tout. Par contre, arriver à vivre avec ces perceptions sensorielles, oui, désensibiliser un petit peu d'une certaine manière, faire en sorte que ça soit beaucoup moins envahissant et qu'on contrôle mieux les informations, oui, à 15 000%. On peut arrêter de subir et mieux contrôler l'environnement, mais contrôler, ça ne veut pas dire être rigide. Ça veut dire doser ses efforts. Voilà.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est pour ça que moi j'ai à cœur de faire cette chaîne, j'ai à cœur de donner des formations pour donner ces informations. Et, et voilà, donc continuez à nous suivre et surtout si vous avez des connaissances, partagez-la. Moi c'est ce que je dis toujours quand je forme des gens, je ne forme pas que des gens, je veux former des formateurs parce que je pense que c'est comme ça qu'on va diminuer l'injustice, c'est en faisant circuler toutes ces informations vraies sur leur fonctionnement neurologique, sur leur perception neurologique et sur la compréhension que quand on perçoit les choses d'une manière différente, on réagit, on pense, on apprend d'une manière différente. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a une formation qui est organisée les 11 et 12 juillet en distanciel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, les replays vous seront envoyés. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là, même à distance, vous aurez les replays et entre septembre, octobre, vous aurez des dates qui vous seront données pour avoir 2-3 heures d'entretien avec moi pour discuter, pour répondre à vos questions et puis voilà, avoir un lien, même si vous n'avez pas vu vous connecter les 11 et 12 juillet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très vite dans un prochain podcast. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi des questions, laissez-moi des sujets pour que je puisse y répondre très prochainement. Au revoir.